Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel destiné à la mise en œuvre de l'application d'acquisition d'images astronomiques Genica. Genica existe maintenant depuis un peu plus de 4 ans et au fil des années elle s'est assez considérablement enrichie en termes de fonctionnalités. Aussi avons-nous pensé qu'il était temps en fait de faire quelques vidéos pour présenter les principales fonctions de l'application et leur mise en œuvre. Pour ces tutoriaux, nous n'allons malheureusement pas faire des acquisitions sur un vrai instrument pour des raisons pratiques d'enregistrement tout simplement et disponibilité aussi des planètes. Donc nous allons simuler une acquisition sur une image qui est placée devant l'objectif sur une caméra. Pour ce tutoriel-là, nous allons utiliser une caméra IDS. Le premier tutoriel va traiter du réglage de l'exposition de la caméra et des outils qui permettent à l'utilisateur de faire l'exposition au mieux et de juger de la pertinence de celle-ci. L'exposition de la caméra est très importante, au même titre que la focalisation d'ailleurs, puisqu'elle va conditionner la qualité des images que vous allez avoir en bout de chaîne de traitement et notamment en termes de rapport signal sur bruit. L'exposition se règle bien évidemment par la caméra avec le temps d'exposition qu'on retrouve ici. Donc plus le temps d'exposition est court et plus le signal va être faible et on va régler ainsi le niveau d'exposition de l'image. Néanmoins, il y a d'autres réglages qui vont impacter sur le niveau d'exposition global du flux qu'on va recevoir, que vous allez acquérir. Il y a bien sûr le gain. Alors le gain, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va provoquer une amplification au niveau de l'amplificateur de la caméra qui est placée juste avant la convertition analogique vers numérique. Donc c'est une multiplication qui est faite sur le signal, qui est analogique, donc il n'a pas de problème de numérisation, de bruit, de quantification. En revanche, le gain ne crée pas d'informations supplémentaires. Donc c'est juste une multiplication, et en même temps que l'on va multiplier le signal, on va aussi en fait multiplier le bruit, donc notamment le bruit de lecture. Donc le but du jeu est d'adapter en fait l'image pour qu'elle remplisse l'histogramme, pour qu'elle remplisse la dynamique de l'image. Cela va permettre d'aider les logiciels, notamment sur la partie morphing et identification des structures, mais en aucun cas cela améliore le rapport signal sur bruit de l'image qui est délivrée par la caméra. Une autre option qui va jouer sur le temps, enfin sur l'image et la musique globale de l'image, ça va être le gamma qui est ici. Donc là, il est désactivé et si je l'active, je vois que je vais avoir un rendu d'image qui va être très différent. Là aussi, le gamma est un réglage qui se fait au niveau de l'amplificateur. Et en fait, ce réglage joue sur la forme de la courbe de l'amplificateur en termes de rendu. Lorsque le gamma est désactivé, la réponse entre le nombre de photons reçus et la valeur en ADU générée pour un pixel est linéaire. Plus on reçoit de photons, plus on a d'électrons et plus la valeur en ADU est importante. Et c'est proportionnel. Lorsqu'on active le gamma, on va modifier la courbe, c'est un peu comme la courbe en fait dans Photoshop, et on va modifier la courbe en favorisant soit les hautes lumières, soit les basses lumières, et on va avoir un rendu qui ne sera plus linéaire, mais qui aura peut-être plus de niveau d'intensité pour les basses lumières, ou pour les hautes lumières. Ici, par exemple, en jouant sur un gamma qui va être négatif, je vais augmenter le nombre de rendus pour les hautes lumières. Et dans le cas du gamma négatif, au contraire, je vais avoir plus de rendus pour les basses lumières. Donc c'est une fonction qu'on utilise en général pas. Là aussi, elle ne crée pas d'informations dans l'image. Elle a tendance même éventuellement à favoriser la persistance, enfin, la présence du bruit de lecture si on favorise les basses lumières. Néanmoins, en augmentant en fait les contrastes de l'image, elle permet là aussi au logiciel de traitement d'image de mieux accrocher les différentes zones, donc en traitement multipoint ou multizone, et ainsi de pouvoir mieux les recaler et les identifier. Donc lorsqu'on a des sujets qui sont très peu contrastés, alors ça peut être le cas sur Jupiter, ça peut être le cas aussi en imagerie solaire, ou pour des raisons esthétiques, on peut choisir de mettre du gamma. Néanmoins, pour des raisons esthétiques, on aura toujours intérêt à le faire lors du traitement final, puisqu'en fait c'est l'équivalent d'une courbe, on peut très bien le faire après. Donc le seul intérêt de mettre du gamma, c'est de permettre d'avoir une meilleure registration multipoint. Le dernier point sur lequel on peut avoir une modification du rendu à l'écran de l'image, c'est le black. Alors dans certaines littératures, on appelle ça aussi la brightness. Le black est uniquement un offset qui est inséré dans l'image, donc c'est une constante qui est ajoutée à l'image. Donc vous voyez là sur l'histogramme, quand je bouge mon black, en fait on a une translation droite-gauche de l'histogramme tout simplement.
Dans le cas d'un capteur CCD, il n'est pas vraiment indispensable de toucher au niveau de black qui en général est bien réglé dès le départ. Par contre, sur les capteurs CMOS, certains fabricants, alors en général pas les fabricants sérieux, mais certains fabricants ont tendance à réduire en fait l'offset de base de l'image pour pouvoir écrêter le bruit de lecture. Ce qui fait que le bruit de lecture n'est plus du tout visible dans l'image. On a l'impression d'une qualité meilleure puisqu'on a moins de bruit, mais cela se fait au détriment de la détectivité des basses lumières. Donc on n'a en général pas vraiment intérêt à faire ça puisque souvent on a besoin des basses lumières, par exemple en solaire lorsqu'on veut faire sortir les protubérances dans la dynamique globale de l'image. Donc il est assez important de régler le black sur un capteur CMOS pour qu'on n'ait pas d'écrêtage, comme là par exemple c'est le cas, mon black est au minimum, on s'aperçoit que tout mon pied de courbe ici a disparu tout simplement, donc le bruit de lecture oui, mais aussi avec lui les détails de basse lumière. Genica donne offre plusieurs outils pour faire contrôler en fait le niveau d'exposition. Le premier qui est le plus connu, c'est l'histogramme qu'on a ici. L'histogramme dans le cas de Genica est tout à fait classique. On a pour chacun, en fait on somme les pixels qui correspondent à un certain niveau d'ADU, donc de 0 à 255. A noter que Genica compte toujours de 0 à 255, que vous soyez en 8 bits, donc là c'est logique, mais que vous soyez aussi en 10 bits, 11 bits, 12 bits, 14 bits ou 16 bits. C'est une convention qui est aussi utilisée par Photoshop par exemple. Donc sur mon histogramme, je vais retrouver ma répartition en fait de niveau de lumière. Donc on s'aperçoit ici dans le cadre de cette image de Jupiter que j'ai beaucoup moins de pixels qui ont des niveaux élevés que de pixels qui ont des niveaux bas. Et en fait, la crête que je vois ici, c'est la crête en fait du fond de ciel qui n'est pas à 0 puisque le niveau de black a ramené tout ça pour qu'on soit à une valeur qui ne soit pas entièrement écrêtée. On a la possibilité de visualiser l'histogramme en mode logarithmique, comme c'est le cas ici, ou en mode linéaire. Donc là, c'est le vrai compte en fait de tous les pixels. On s'aperçoit que on a une grande partie des pixels qui sont au niveau du fond de ciel, ce qui est assez logique en termes de proportion, et que le reste, en fait, n'est pas très lisible. Donc c'est pour ça qu'en général, on passe en visualisation logarithmique. On a plusieurs barres sur l'image, donc les deux barres rouges symbolisent le minimum et le maximum, et la barre verte symbolise la médiane de l'image. Donc sur la barre verte, cela signifie qu'on a autant de pixels qui ont un ADU inférieur à la valeur de la médiane, qui est rappelée ici, qu'à la valeur supérieure de la médiane. Alors c'est pas évident quand on regarde ça parce qu'on est en réponse logarithmique, mais effectivement on a autant de pixels qui ont une valeur supérieure que de pixels qui ont une valeur inférieure. On rappelle donc ces valeurs minimum maximum ici. Globalement, pour faire une bonne exposition, il ne faut pas saturer entièrement le capteur puisque lors du traitement de l'image, on risque d'avoir en fait un relèvement du niveau global de l'image. C'est le cas par exemple dans Registax, et du coup une saturation qui n'était pas dans l'acquisition mais qui sera ensuite dans l'image finale. Donc il peut être intéressant de réduire le niveau de l'image. Je vous rappelle que pour régler le temps d'exposition et régler n'importe quel contrôle dans Genica, vous pouvez bien sûr bouger le contrôle avec la souris, mais vous pouvez sélectionner le contrôle et jouer avec la molette. Dans ce cas-là, vous allez positionner de 5 en 5, ou avec les touches plus moins au bas du clavier pour faire un réglage fin. Et sur certains contrôles, vous pouvez toujours évidemment saisir une valeur à la main. Vous avez donc l'histogramme qui est un excellent outil et on essaie de le caler dans sa valeur maximum autour de 230 pour éviter justement ces phénomènes de saturation. Il faut bien faire attention aussi au minimum. Donc le but du jeu, c'est pas que le black soit réglé comme ça et qu'on s'aperçoit que le minimum soit à 0. Même si le ciel est noir, effectivement, on risque de perdre en fait des très très bas signaux. Donc on a intérêt à ramener le black, surtout que là c'est un capteur CMOS, de ramener le black à une valeur de voilà 5, 6, 7, 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Ça c'est le premier outil pour pouvoir régler l'exposition. On a un deuxième outil qui est de pouvoir réduire en fait la zone qui va être analysée pour faire l'analyse de l'histogramme. Là en l'occurrence, on s'aperçoit qu'une grande partie du ciel en fait est noire et donc en fait mon histogramme est plus ou moins faussé par ce fond de ciel. Donc il est possible de définir un fenêtrage. Là par exemple je vais définir un fenêtrage sur la surface. On rappelle la fenêtre de fenêtrage en dessinant un rectangle sur l'image et on utilise la UI Focus Bruit. Avec cet outil, et si je fais afficher le réticule avec CTRL R, on a la zone qui est affichée par un rectangle violet et en fait l'histogramme est analysé seulement à l'intérieur de cette image. Et là, du coup, on a le fond de ciel noir qui a disparu et j'ai un meilleur rendu en fait de la dynamique réelle sur l'objet au niveau de l'histogramme. De même si je fais le mode log, on s'aperçoit que maintenant j'ai très peu de différence puisque j'ai pas le fond de ciel qui me fausse mon histogramme.
Les variations locales de l'histogramme en fait sont liées au bruit de lecture. Et on verra que selon la fonction du gain, en fait, on a de plus en plus de bruit de lecture. A noter que cette fonction d'AOI focus fonctionne aussi pour la focalisation et l'analyse du mode bruit. J'en parle pas aujourd'hui, mais toutes ces fonctions-là sont impactées par cette définition de fenêtrage. En revanche, ce fenêtrage ne joue pas du tout sur l'acquisition caméra et sur la sauvegarde sur disque. L'image est toujours sauvegardée intégralement. C'est l'AOI classique en fait qui fait cette modification. Un deuxième outil de Genica pour pouvoir visualiser le niveau d'exposition est l'histogramme horizontal. Lorsqu'on active l'histogramme horizontal, on a une ligne, on va analyser en fait ce qui se passe sur la ligne qui est au milieu de l'image entre les deux traits horizontaux du réticule. Et les niveaux qui sont à ce niveau-là sont affichés en incrustation sur l'image et sont ici, sachant que la valeur maximum de 255 est symbolisée par la barre rouge supérieure. Donc là, je m'aperçois en fait que je ne remplis pas entièrement mon histogramme puisque mon niveau maximum sur cette ligne-là est à peu près à la moitié de l'image. Alors tout à l'heure sur l'histogramme, on avait un niveau supérieur, tout simplement parce que, par exemple, j'ai ici Ganymède qui a un niveau qui est plus élevé et cette bande équatoriale sud a un niveau d'exposition qui est plus élevé. Là, on n'analyse que sur cette ligne-là. Par contre, évidemment, si j'augmente mon temps d'exposition, je vais percevoir que je vais augmenter jusqu'à arriver à un écrêtage. Donc ceci permet de bien visualiser en fait les effets de bord et de milieu et de savoir ce qu'on est en train de faire. C'est un outil qui est extrêmement pratique et qu'on retrouve assez classiquement sur les logiciels d'acquisition professionnelle. Donc je vais supprimer mon réticule, donc ça se fait en faisant outil R ou sinon CTRL R et on a le réticule qui disparaît. Le dernier outil que l'on a mis dans Genica, enfin il y a encore deux outils, il y a une pipette. Donc lorsqu'on clique bouton droit sur l'image, donc là j'ai mon réticule qui est rappelé, je vais supprimer mon focus AOI, je vais supprimer mon histogramme horizontal et donc quand je clique bouton droit, j'ai une petite marque verte qui apparaît. Son but premier en fait est de marquer une position dans l'image par exemple pour vérifier quelle est la dérive qu'on peut avoir sur un objet lorsqu'on fait une animation au long cours et qu'on a une mise en station qui n'est pas forcément parfaite. Ou alors lorsqu'on fait une mosaïque et qu'on veut marquer en fait un relief, il se rappeler qu'il était là. Donc, par exemple, je peux marquer Ganymède, c'est un très bon repère, et je reviens quelques temps après pour regarder si Ganymède, lors d'une animation, a dérivé. Je peux supprimer la marque en recliquant dessus, ou je peux la positionner à peu près n'importe où. Un autre point important, c'est que cette marque se comporte comme une pipette, et le niveau qui est sous le point central apparaît ici. C'est un niveau qui est non moyenné, donc on ne moyenne pas plusieurs pixels entre eux, et sa variation, du coup, reflète très bien le niveau de bruit. Donc on s'aperçoit que je peux inspecter n'importe quel élément, et par exemple, regarder le niveau sur Ganymède, et m'apercevoir que c'est lui qui est à la saturation, et qui me donne ça sur mon histogramme, plus un tout petit peu par ici. Donc ça, c'est un outil qui est très pratique aussi, et sur une caméra couleur, on affiche les trois canaux RVB de la caméra. Le dernier outil qui est très intuitif et facile à utiliser, c'est la visualisation en fausse couleur qui se trouve au-dessus de l'image. Donc au lieu de visualiser l'image en noir et blanc, tel qu'il est issu de la caméra, on la visualise avec une échelle de fausse couleur. En l'occurrence, l'échelle est que tout ce qui est noir est à 0, tout ce qui est blanc est saturé. Là, on voit les zones en fait où j'ai une saturation. Donc je vais régler mon histogramme pour éviter la saturation sur l'ensemble de l'image. Ce qui correspond bien évidemment à mon niveau maximum d'histogramme qui est ici. Et ensuite on a un dégradé qui va du bleu au rouge en passant par le vert et le jaune et ainsi de suite, enfin les couleurs du spectre classique. Donc cet outil est extrêmement facile à utiliser, il permet d'avoir une très très bonne lecture des basses lumières. Là par exemple je m'aperçois de la trame du papier sur laquelle est imprimé Jupiter. C'est un outil qui est très pratique pour identifier les protubérances sans augmenter le temps d'exposition lorsqu'on fait de l'imagerie solaire en H-alpha, et en fait c'est quelque chose qui est très synthétique et qui permet tout de suite de voir où on a des hautes lumières, où on a des basses lumières, les détails dans les basses lumières qu'on pourrait ne pas voir sur l'image classique, notamment les fonds de cratères et les zones très sombres sur la Lune, en plus de l'imagerie solaire, et qu'il est très intuitif d'utiliser. Alors bien sûr, lorsque vous faites la sauvegarde dans un fichier SER, les fausses couleurs ne sont pas sauvegardées et vous sauvegardez que les versions en noir et blanc, heureusement. Sinon, ça serait un peu embêtant. Donc voilà en gros les différents outils que met Genica à disposition pour pouvoir visualiser l'histogramme, régler l'exposition. Un dernier point en termes de conseils, le réglage de l'exposition, du temps d'exposition, est un compromis à trouver entre le niveau de bruit, j'enlève les fausses couleurs, entre le niveau de bruit et le niveau de gain. Lorsque je vais pousser mon gain, parce que je veux des temps d'exposition courts, je vais favoriser en fait
la stabilité de l'image qui est reçue, puisque j'expose moins longtemps, et mon image est moins impactée par la turbulence atmosphérique. En revanche, on va le voir lorsqu'on va mettre l'histogramme, on s'aperçoit que j'ai une courbe qui est beaucoup plus contrariée, puisque j'ai le bruit de lecture qui est amplifié lui aussi. Et si je pousse très fort mon gain, je m'aperçois que, enfin là on ne le voit pas excessivement bien, mais sur mon histogramme, en fait, j'ai de plus en plus de variations qui montrent aussi le bruit de l'image. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais on voit que l'image, on a un bruit qui est assez apparent. Donc le réglage de l'exposition, c'est un compromis entre le temps d'exposition et le gain. Plus on a des conditions de signe qui sont bonnes, plus l'image est stable, plus on a tendance à augmenter le temps d'exposition, profiter en fait des fenêtres testables en termes de signe, pour diminuer le gain. Parce que le gain amène du bruit et diminue le rapport signal de ce bruit. Et à l'inverse, plus le signe est mauvais, plus la turbulence est importante et plus on augmente le gain pour réduire le temps d'exposition. Alors ça dépend aussi de l'objet. Un objet comme Jupiter ou Mars est relativement lumineux, la Lune aussi, ça dépend du FD auquel on travaille. Par contre, lorsqu'on travaille sur Saturne, en général, on n'a pas beaucoup de choix, on est obligé de le mettre le gain assez fort, parce que Saturne est un objet qui est relativement faible. L'idée est quand même de ne pas dépasser en termes d'exposition des valeurs de 30 à 40 millisecondes qui sont déjà relativement importantes. En général, avec les caméras modernes de chez IDS, de chez Basler ou de chez AVT, les capteurs sont assez sensibles et on peut notamment en L avec des FD de 20, 25, 30 atteindre les 100 images par seconde, c'est-à-dire exposer environ 10 millisecondes sans avoir le gain à fond. Néanmoins, sur des objets faibles, il va falloir exposer un petit peu plus longtemps. Et lorsqu'on va utiliser certains filtres, alors le rouge en général est très bien passant parce que sur Mars et sur les géantes gazeuses, on a une grosse composante rouge. Par contre, typiquement, les filtres bleus coupent beaucoup de lumière parce qu'on a peu de flux déjà au niveau de la source, parce que l'atmosphère absorbe pas mal le bleu, tout simplement aussi, et les caméras en général sont pas au mieux en termes de rendement quantique dans le bleu. Donc là, on va facilement arriver à des temps d'exposition de 30-40 millisecondes sur des couches bleues, ce qui va donner un rapport signal sur bruit qui va être assez dégradé. Donc voilà en gros comment régler le temps d'exposition et bien juger de son exposition avec Génica Astro. Au revoir à tous.